Il faut imaginer la scène. En 1793 se réunissent pour la première fois des notaires, des médecins, des avocats venus de toutes les paroisses du Bas-Canada et réunis au sein du Saint, l'ancien palais de l'évêché de Québec, pour l'ouverture des débats du Parlement du Bas-Canada. Tout le monde a en tête l'image du fameux tableau de Charles Huot exposé à l'Assemblée nationale et qui représente un peu la scène au moment où on fait le choix de l'orateur de l'Assemblée. Il faut imaginer donc que ces notables de village sont à peu près, moi je pourrais dire certainement embarrassés et sûrement très fiers d'apparaître dans ce Select Club qui représente alors le premier Parlement du Bas-Canada. D'ailleurs, le contexte est à l'avenant. Ces gens-là sont plutôt coopératifs. Ceux qui vont former la première assemblée, des Pierre de Rocheblave, des Pierre Stanislas Bédard, des, Félix-Antoine Panet, des Joseph Papineau, père de l'autre, ces gens-là entendent bien coopérer. Ils entendent coopérer avec les marchands britanniques qui sont aussi là, James McGill, James Grant, il y a là William Cuthbert, qui sont aussi prêts à des concessions, qui sont ouverts, puisqu'ils ont quand même obtenu avec la Chambre d'Assemblée le pouvoir de taxation qu'ils désiraient tant. On pourrait considérer que les premières années du parlementarisme québécois sont plutôt sous les bons auspices de la coopération. Cette coopération-là, cependant, va se heurter à un vice profond des institutions de 1791, et notamment le fait que les bills ou les lois votées par l'Assemblée législative doivent absolument obtenir la sanction des conseils exécutifs et législatifs pour obtenir la sanction royale. Avec le temps, ça va devenir une pierre d'achoppement qui va mener aux crises des années 1807, 1810, 1812. De quoi il s'agit? Il s'agit essentiellement de débats qui mènent à des affrontements de type politique et sociaux entre les deux communautés ethniques du Bas-Canada. Donc, le système politique, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a tout en haut, le gouvernement impérial, on a le roi d'Angleterre, Guillaume IV, puis va lui succéder en 1837 sa nièce, la reine Victoria. Donc, Guillaume IV va nommer dans chacune de ses colonies des gouverneurs qui vont devoir administrer les colonies en son nom. Ce gouverneur-là, pour administrer la colonie, va se nommer un conseil législatif qui doit accepter ou refuser les projets de loi, donc écrire également les projets de loi, et un conseil exécutif qui a pour mandat de faire appliquer les projets de loi. Quand le gouverneur va nommer ces deux conseils-là, il va souvent prendre des gens avec qui il a envie de travailler. Donc, sa famille, ses amis, des gens qui ont à cœur les mêmes intérêts que lui, donc les intérêts de la métropole. De l'autre côté, on a le peuple. Le peuple est majoritairement canadien, donc de descendance française, donc parle français. Ensuite, on a des Anglais et des Irlandais. Et à tous les 4 ans, le peuple doit faire des élections pour élire des députés qui vont siéger à la Chambre d'Assemblée. Donc, les députés ont pour mandat de proposer des projets de loi qui doivent soumettre au Conseil législatif. Et ces députés-là, élus par le peuple, vont se rendre compte finalement de ce que le peuple vit et vont tenter de faire changer les choses, bien, comme un député doit le faire finalement, va aller voir les autorités, faire des projets de loi, faire de la pression pour permettre aux habitants d'avoir plus facilement accès aux terres, pour ralentir l'immigration. Bref, vont mettre sur pied un paquet de projets de loi pour tenter d'aider cette population-là. En fait, c'est qu'on réalise que la population francophone et anglophone, la population qui habite le Bas-Canada, qui forme le Bas-Canada, vit de graves problèmes sociaux et qui ont des solutions à leurs problèmes. Des terres gratuites aux familles nombreuses, par exemple, de ralentir l'immigration, ça, c'en est un autre. On différents moyens comme ça pour pallier à ces problèmes-là, mais le gouvernement britannique va faire la sourde oreille. Et d'un sens, c'est presque normal quand on regarde ça froidement, avec du recul aujourd'hui, parce que le Bas-Canada, ça reste une colonie et les autorités britanniques n'ont pas nécessairement envie d'investir dans une colonie si elle ne rapporte pas suffisamment pour que ça en vale la peine. Donc les gens vont se rendre compte finalement que le problème, il n'est pas social, le problème, il n'est pas linguistique, le problème, il n'est pas national, le problème, il est politique. Nos députés qu'on a élus à tous les 4 ans au suffrage universel
on les met liés, ils peuvent à peu près rien pour cette population-là. Un des bons exemples de ça se déroule en 1806, alors qu'on doit financer la construction de nouvelles prisons. La querelle des prisons s'ouvre pourtant sur un débat assez banal. Où doit-on trouver l'argent? Certains proposent de taxer les terres. Évidemment, ce sont ceux qui viennent du commerce. Et tandis que d'autres proposent de taxer le commerce. Bien sûr, on parle des gens, des seigneurs, des gens qui viennent des villages. Alors, progressivement, plus le débat se prolonge, plus il s'envenime. Et finalement, à la fin, c'est entre francophones puis anglophones qu'on s'affronte à propos d'une question fiscale. La querelle des prisons montre bien combien la dualité culturelle et linguistique du Bas-Canada finit également par peser sur le cours des événements et faire en sorte qu'on va arriver à des crises beaucoup plus substantielles.